sais, il me regardait pas beaucoup durant la séance. Et là, il a levé le regard, il me regarde et il me dit « Merci d'avoir posé cette question ». Il me dit « Vous êtes le premier à me la poser ». Et là, il commence à me confier qu'il prévoit de se suicider ce soir, notamment en allant chercher de l'insuline d'un proche, car il savait où l'insuline était entreposée. En fait, on peut avoir une douleur qui est très intense, qui est très vive. J'ai hésité à appeler l'ambulance. En fin de compte, après, ça s'estompe, quoi. C'est pas forcément indicateur de quelque chose de plus grave. L'odoron, on peut, mais est-ce qu'on devrait? On se blesse car on en fait trop vite, après on en refait trop peu, pendant trop longtemps. La plupart des preuves qu'on a à l'heure actuelle sur le risque de blessure et de technique, ce sont surtout des preuves qui sont indirectes. Un gars est mort étouffé chez lui tout seul parce qu'il faisait du développé couché, la barre lui est venue dans la gorge. Quand on entraîne quelqu'un, on a des contraintes, le temps, l'énergie, les ressources qui sont allouées et on peut pas toujours tout travailler. Je dis ouais, mais parfois on a plus les outils en main, on a plus de temps avec le patient, on le voit plus régulièrement dans différents contextes. On est bien placé pour en tout cas émettre ou en tout cas peut-être ouvrir d'autres hypothèses diagnostiques. Même à l'échelle individuelle, faut pas oublier qu'on a parfois des options. Donc les études c'est échelle de population, parfois à l'échelle individuelle, ça vaut quand même la peine de tester certaines choses. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Bach qui est kinésithérapeute et spécialisé dans les sports de force et plus particulièrement dans le powerlifting. Alors aujourd'hui, vous vous en doutez, on va parler de force, c'est-à-dire de comment la développer au cabinet avec ou sans matériel, mais également de l'intérêt de la travailler avec nos patients et aussi des fausses croyances qui gravitent autour de cette qualité physique et bien d'autres choses encore. Alors avant de débuter ce podcast, j'aimerais bien t'en dire un petit peu plus sur ce qu'est Full Physio. Parce que Full Physio, c'est pas qu'un podcast, c'est avant tout une plateforme tout en un. Et notre ambition chez Full Physio, elle est très claire, c'est tout simplement de pouvoir te proposer au même endroit non seulement un accès privilégié à l'information scientifique récente pour toujours être à jour des dernières évidences scientifiques qui gravitent autour de la kiné, mais également des outils cliniques pour améliorer, faciliter ta pratique quotidienne au cabinet. Et enfin, une académie qui te permettra de te former en continu auprès d'experts et expertes dans leur domaine. Full Physio, c'est donc 3 piliers pour t'aider dans ta carrière de kiné. En plus, ça rime. Le premier volet, c'est Full Physio Knowledge qui va regrouper des modules EBP, des masterclass, des webinaires, des tests cliniques et même aussi des vidéos de manipulation et de mobilisation articulaire. Le deuxième volet, c'est le volet Care qui va en fait regrouper un tas d'outils cliniques pour te faciliter la vie dans ta pratique quotidienne, que ce soit un outil d'aide à la prescription d'exercices pour tes patients, mais également des fiches d'éducation thérapeutique, etc. Et enfin, le volet Academy, donc Full Physio Academy, qui est une plateforme où tu retrouveras des formations aussi bien en présentiel que en e-learning données par des experts et expertes dans leur domaine. Bon allez, c'est tout pour moi, je te laisse écouter l'épisode, je te dis à très bientôt et surtout, merci pour ta confiance. Hey, salut, petit message vite fait simplement pour t'informer que tu es en train d'écouter la deuxième partie d'un épisode de podcast qui a en fait duré plus de 2 heures ou 1h30, ça dépend un petit peu des épisodes. Et pour trouver la première partie, on t'invite à simplement remonter un petit peu dans le flux des épisodes et tu la trouveras très facilement. Donc voilà, pour pas que tu te demandes où est-ce que tu es tombé, parce que forcément cet épisode, ou en tout cas cette deuxième partie, commence un petit peu de but en blanc vu que c'est la continuité de la première partie. Allez, bon épisode. Si les gens ont envie de le faire, Ouais. qu'ils y aillent. La question est de se dire, mais tu sais, toujours un peu faire preuve d'un peu de ce qu'on appelle de rational being a rational skeptic. Ce que disent les anglophones. Ouais. Se dire, mais pourquoi travailler la mobilité? Ça, c'est une belle question déjà. Je pense que si tu fais de la gym, tu en as besoin. Écoute, vas-y, peu importe la méthode, si c'est efficace pour toi. Je pense qu'il y a beaucoup de fausses croyances vis-à-vis de la mobilité et de la souplesse. Je pense qu'on comprend déjà pas exactement comment est-ce qu'on gagne en souplesse. On sait qu'il y a une action du système nerveux. On sait que notamment c'est par plutôt augmentation de la tolérance à l'étirement qu'on arrive à aller plus loin. Ouais. Si on veut des adaptations structurelles, il faut que les étirements soient maintenus très longuement. Donc on parle, si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe et faut pas me croire sur ça, mais il faut quand même des séances d'étirement qui soient répétées 3 à 4 fois semaine et qui durent 30 à 40 minutes de temps d'étirement. Hein. On ne parle pas de séance au total, on parle de temps d'étirement. Et du coup, en fait, si on veut vraiment faire des adaptations structurelles, c'est long, c'est laborieux, c'est difficile. Ce que moi je sais, c'est que lorsqu'on va utiliser plutôt du contracté relâché ou ce genre de choses, notamment on favorise plutôt des phénomènes plutôt corticospinaux, plutôt on va faire en sorte qu'en fait on puisse juste aller un peu plus loin pour favoriser un peu le relâchement. Donc on est plutôt dans quelque chose qui est transitoire. Cela dit, si on le travaille suffisamment, on aura aussi plus facile, on pourra accéder de plus en plus facilement à des amplitudes de mouvement. Mais l'idée est de se dire, encore une fois, pourquoi ?
Ouais. Enfin, je veux dire, on sait que la souplesse, le travail de la souplesse, c'est pas forcément quelque chose qui est efficace dans le traitement des pathologies. Ok, tu fais de la gym, tu fais du ballet, tu fais de la danse, ok. Mais on sait que ce sera plutôt bien travaillé lorsqu'on sera jeune que quand on sera adulte. Quand on est adulte, on va pas gagner grand-chose. Donc si c'est les jeunes, bah, en fait, peu importe la méthode qu'on utilise, on développe cette souplesse et ils l'entretiendront par la suite. Voilà. Si après les gens kiffent et que c'est sympa pour eux de le faire, bah, qui kiffent. Si la personne me dit, bah tiens, je veux faire du street lifting ou de la calisthénie, je veux avoir, je sais pas, une straddle press et du coup, je veux essayer d'avoir mes jambes le plus écartées possible. Bah, probablement qu'elle travaille en partie, en tout cas, son grand écart. Voilà, ok, travaille-le, mais peu importe la méthode, tant qu'elle te fait plaisir, tant qu'elle te fait kiffer. Voilà, il y a des gens qui. Mais moi, je trouve que on peut atteindre, en tout cas pour la plupart des gens, les besoins en mobilité, tout simplement en utilisant des charges en fait. Il y a des études, il y a une méta-analyse, alors je ne me rappelle plus de l'auteur, mais qui a comme montré qu'on échouait à montrer une différence entre un programme de souplesse, mobilité, et par exemple un entraînement en résistance avec des pauses en bas du mouvement, quoi. Donc c'était à peu près équivalent pour gagner là-dessus, et je pense que là-dessus, je pense que c'est une trend, c'est un moyen de faire vendre. Je pense que les gens devraient être conscients de ça. Et je vois certains kinés qui surfent sur cette trend pour vendre. Ouais. Et ça me dérange parce que sur le plan intellectuel, c'est pas vraiment honnête. Sur le plan déontologique, ça l'est encore moins. Mais voilà, après, si les gens kiffent, il n'y a pas d'autre raison. Pourquoi est-ce que les gens vont courir? Pourquoi est-ce que les gens les footeux, ne me frappez pas dessus s'il vous plaît, mais pourquoi 22 types se retrouvent sur un terrain de foot à courir après la baballe pour aller la donner au camp adverse? Je rigole, bien évidemment. Pourquoi est-ce que j'aime me mettre 300 kilos sur le dos et faire une flexion de genou et me relever avec? Mais parce qu'on Soulever kiffe. des boules de 80 kilos. Ouais, parce qu'on kiffe. Et ça, c'est suffisant pour avoir envie de le faire. Et du coup, voilà, si les gens ont envie de le faire, qui sont informés sur ce que ça fait et ce que ça ne fait pas, allons-y, aucun souci. Mais en dehors de ça, voilà. Et puis, voilà, j'ai certains cas où j'ai un athlète, il avait des grosses douleurs au niveau des genoux et des hanches. On sait que travailler la mobilité, c'est pas forcément quelque chose qui va aider. À l'échelle de population, lui m'a dit, j'aime pas la façon dont mon squat ressemble. Je vais travailler un peu ma mobilité pour qu'il soit un peu plus beau. Et il a moins de douleur. Ouais, jackpot dans ce cas-là. Ben oui, mais donc même à l'échelle individuelle, faut pas oublier qu'on a parfois des options. Donc les études, c'est échelle de population. Parfois à l'échelle individuelle, ça vaut quand même la peine de tester certaines choses. Ça, c'est aussi un peu une réflexion un petit peu méta. Et moi, je l'aurais pas recommandé. Je lui ai dit, écoute, si tu le fais, vas-y. Si tu as besoin d'un coup de main pour que je te guide ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Il me dit non, je gère. Et puis en fait, il y a eu un moment, on a une discussion. Il dit en fait, je me rends compte que mon squat est mieux, que j'ai moins de contraintes, je me sens plus libre et j'ai moins de douleur. Ah ben génial. Mais donc ça peut être utile dans certains cas. Mais je ne sais pas si j'utiliserais à ce moment-là du Functional Range Conditioning, du FRC ou ce genre de choses. Lui, je pense que la méthode a peu d'importance. Certaines méthodes vont nous donner l'impression qu'on va pouvoir progresser plus vite. Mais en général, comme je l'expliquais, ça dépend aussi du mode d'action. Si c'est purement sur le système, les boucles cortico-spinales et plutôt le relâchement, bah ok, oui, on va bien progresser au début. Mais voilà, après, il faut quand même augmenter la tolérance, essayer d'avoir quelques adaptations structurelles, allonger un petit peu la longueur du fascicule musculaire. Mais ça demande beaucoup plus de temps et d'efforts, et du coup, bah voilà. Mais si les gens sont prêts, il n'y a pas de souci, quoi. Non, en fait, le truc, c'est que dans FRC, pour avoir vu un petit peu, ils avancent ou ils suggèrent que la mobilité, c'est un peu le socle de tout, enfin de quasi l'entièreté des choses. Et donc, c'est ce postulat-là de se dire, eh ben, la mobilité, si tu n'as pas la mobilité, potentiellement tu te blesses plus ou tu ne sais pas performer aussi bien dans ton sport que ce que tu voudrais parce que tu ne peux pas accéder à toutes les amplitudes disponibles. Donc, ils partent un peu de ce postulat ça revient un petit peu au truc de se préparer à toutes les éventualités, tu vois, qu'on disait. Ouais. Tu vois, Mais... tu te blesses que dans ce que tu ne contrôles pas. Ok, tu vois, je sais plus toucher mes mains derrière. Ouais. Est-ce que je suis plus à risque de me blesser l'épaule? Enfin, je veux dire, j'ai des épaules qui sont suffisamment fortes. Voilà. Enfin, je veux dire, il y a un moment où moi, j'aurais même tendance à dire, pour moi, c'est pas la mobilité, le socle, ce serait la force. Ouais. Je veux dire, Ouais. tu prends une personne hyper mobile, elle se blesse. Qu'est-ce qui se passe avec les personnes souvent hypermobiles? C'est qu'elles ont un déficit en force. Tu vas dans les populations de danseuses de ballet, elles sont toutes hypermobiles, elles se blessent toutes. Il y a un taux de blessure qui est énorme là-dedans, parce qu'en fait souvent tu as des personnes hypermobiles qui ont des amplitudes extrêmes, mais qui savent y aller et qui sont
mobiles là-dedans, qui savent produire quand même un petit peu de force ou du contrôle là-haut, Ouais. mais pas des grandes quantités de force. Et il semble que notamment, un des moyens les plus importants pour réduire le risque de blessure dans cette population-là, ce soit l'utilisation du travail en force. Ouais. Bah, en fait, là, sur ça, FRC, je pense, rejoindrait ce raisonnement en disant il faut aller développer des grosses forces en fin d'amplitude. Et donc, ils ont des systèmes où ils vont dans les fins d'amplitude et ils font ce qu'on appelle des lift-off, des machins, où ils soulèvent des grosses, des Je grosses vais être charges. honnête, c'est pas ce que Ouais. j'appellerais des grosses forces. Ouais, c'est ça. Mais c'est Mais un je vois peu l'idée. cette idée-là, tu vois. C'est pas que du truc sans charge. Après, moi, comme je te dis, je suis pas pro ou Non. anti-FRC. Je trouve que c'est un outil Exact. qui a parfois, comme tu dis, qui m'a parfois permis de débloquer des situations Mhm. parce que ce style d'étirement, ça donne même, tu vois, le patient, l'étirement passif, il le connaît. Mais quand tu montres des trucs un peu plus fancy parfois, un peu plus tu contractes, machin, et ben chez certains, je trouve que ça met un petit peu de nouveauté. Ils disent ah ouais, ça me motive plus de la travailler. Et on en revient sur ce que tu disais, il faut avant tout vouloir et aimer travailler ça comme ça. Mais chez certains, Ouais. ça peut être, ou certaines, une chouette porte d'entrée pour en fait juste remettre du mouvement et au final on en revient à la même chose. Bouger, Tout à fait. bouger c'est la clé, tu vois. Mais Tout à fait. et du coup, là, on parlait un peu de la mobilité, du fait, et tu l'as dit très justement, est-ce que le pilier, ce ne sera pas la force, tout simplement? Eh bien, selon toi, on en vient un petit peu à la prochaine thématique que je voulais aborder avec toi. Quel est l'intérêt, s'il y en a un, mais on connaît quand même déjà la réponse, quel serait l'intérêt pour toi d'inclure du travail de force dans nos rééducations au cabinet? Parce que là, on parle beaucoup de powerlifting. Les kinés qui nous écoutent pourraient se dire oui, mais ils sont bien gentils, ces deux cocos, ils nous parlent de powerlifting, machin. Mais moi, dans mon cabinet, là, je vais même faire deux questions en une parce qu'elles sont très liées. C'est est-ce que le travail en force est utile? Si oui, pourquoi? Et aussi, comment le mettre en place dans un cabinet quand tu as une séance de 30 minutes? On sait aujourd'hui que pour du travail de force, tu me diras si je me trompe, mais généralement, on préfère quand même des gros temps de repos, par exemple, pour pouvoir mettre une intensité maximale. Bref, voilà, je pense que tu as compris Ouais. le truc. Sinon, je vais continuer à déblatérer le truc. Mais voilà, déjà, quel est l'intérêt pour toi du travail de force au cabinet avec nos patients? Ok. Une meilleure façon de poser la question serait quelles seraient les raisons de ne pas inclure du travail de force dans nos rééducations? Aussi, oui, oui. Ok. Ouais, Parce qu'en fait, c'est plus facile pour moi de donner les réponses ouais. dans ce cas-là Ah que ben, l'inverse, totalement, que de donner totalement. toutes les réponses. Ouais. Ok. Alors, augmenter la force n'est pas nécessaire pour observer une amélioration en termes de douleur ou de fonction dans la plupart des pathologies musculo-squelettiques. Ouais. On le sait. Donc, si pour votre tendinopathie, vous souhaitez faire de la force, oui, c'est une option de traitement, mais elle n'est pas spécialement mieux que Mhm. peut-être tout simplement faire de l'exercice à base de X, Y ou Z. Ouais. C'est le cas pour les tendinopathies, pour l'arthrose, pour la lombalgie. Mhm. Donc, faire de la force, du renforcement, c'est pas supérieur à une autre forme d'exercice. Mhm. Mais, une fois qu'on sait ça, on peut s'ouvrir tout un éventail de raisons de faire de la force. Donc, pas d'effet spécifique qui fait que ça irait mieux en cas de la force sur certaines choses. Mais est-ce pour autant que c'est pas utile? Non. Dans certaines pathologies, prenons par exemple une reconstruction suite à lésion du croisé, en fait, il est nécessaire de travailler la force. Mhm. Ouais. Si la personne ne récupère pas de force, comment est-ce qu'elle va être en mesure de décélérer, de changer de direction? La force, c'est aussi ce qui va nous permettre d'absorber des forces. Donc d'accélération, décélération et ce genre de choses. Donc c'est important. Et ne serait-ce que pour retrouver un peu un retour vers le sport. Ouais. Et peut-être, on en viendra un peu plus tard. En fait, je vais en parler maintenant, aussi dans une optique de Ouais, ouais, prévention. ouais. J'aime pas parler de prévention des blessures sur le plan philosophique, parce que c'est multifactoriel, on ne sait pas quel facteur on va toujours pouvoir influencer. Donc moi, je préfère parler de réduction, en tout cas de gestion du risque de blessure. Mhm. Mais il y a quand même certaines lignes de preuve qui tendent à dire que que le travail de la force pourrait avoir un effet positif sur le risque de blessure. Donc, Lowersen et collaborateurs, dans une revue systématique et méta-analyse de 2014, ils avaient souligné que l'entraînement en force avait réduit le nombre de blessures liées au sport. Donc, ici, c'était des blessures de sursollicitation, je ne dis pas de bêtises, de près d'un tiers. Ah ben oui, non. A réduit le nombre de blessures liées au sport de près d'un tiers et celui des blessures de sursollicitation de presque la moitié.
Et c'était l'intervention la plus efficace. Donc il y avait de la proprioception, il y avait de la souplesse. La souplesse n'avait pas montré un réel effet, du coup, là-dessus, le travail de la souplesse. Mais voilà. C'est d'ailleurs pas une observation isolée. Il y a une étude qui a été réalisée par Kaz et collaborateurs en 2020 qui a montré que les athlètes de division 1 américaine de football US, volleyball et softball, qui possèdent une force relative plus importante, en tout cas dans le membre inférieur, étaient moins sujets aux blessures que leurs homologues moins forts. Notamment en termes de squat ici. Donc ils avaient observé que ceux qui avaient un squat qui était de plus de 2,2 fois le poids de corps étaient en général moins blessés que ceux qui avaient un squat qui était autour de 1,6 fois le poids de corps. Ok. Lowerson et collaborateurs, mais cette fois-ci non pas en 2014, en 2018, ont observé qu'un gain de 10% en nombre de répétitions performées suite à un gain de force, ça pourrait permettre de réduire le risque de blessure de 4,3%. Kennedy et collaborateurs, ils ont observé qu'une moins bonne performance en pompe, en push-up, était significativement associée à un délai plus court avant la survenue d'une blessure. Fleck et Falkel, déjà en 1986 ou Suchomel en 2016, ils remarquent, et c'est les gens qui rapportent, que une force plus importante, elle apparaît comme étant un bon moyen de réduire le risque de blessure. Voilà. Et ça pourrait être le cas aussi, notamment vis-à-vis de la masse musculaire, dans plutôt les sports de contact ou dans les accidents. Par exemple, il faut imaginer un peu la chose, quelqu'un qui pèse, on va dire, 80, 90, 100 kilos avec pas mal de muscles, s'il est plaqué au rugby face à quelqu'un qui en pèse 60, il y a aussi un peu plus de masse pour absorber et dissiper les chocs. Donc, il y a quand même un intérêt, en tout cas dans certains sports, à avoir plus de force, plus de masse musculaire, et voilà. Okay. Donc, c'est pas une réduction super importante, comme on le disait, selon Lowerson et Hall, c'est 4,3%, mais ça a un intérêt. Donc ça, sur l'aspect prévention, donc dans le traitement de la plupart des pathologies musculo-squelettiques, ça n'a pas un effet spécifique, pas supérieur à une forme d'exercice, mais c'est du coup une option qui est tout à fait valable. Dans certains cas, ce sera nécessaire pour augmenter la force, suite par exemple à une reconstruction du croisé, puis ça peut avoir un effet positif sur la prévention des blessures, en tout cas dans certains sports, tels qu'on les a ici. Donc voilà. Mais ça, c'est vraiment pour tout l'aspect, si tu veux, vraiment purement, on va dire, un peu plus spécifique, pathologique, lié à la blessure. Ouais. Si on prend un peu l'aspect plus large et qu'on parle plutôt de santé, alors là, c'est le jackpot. Donc, il y a Maestroni et collaborateurs qui, en 2020, ont sorti une revue intitulée The Benefit of Strength Training on Musculoskeletal System Health, Practical Application for Interdisciplinary Care. Et ils ont présenté les bienfaits, parmi ceux-là, je vais te citer les bienfaits de l'entraînement en force, du coup, l'augmentation du volume du cartilage et prévention de la perte de celui-ci, augmentation de la densité minérale osseuse, augmentation de l'épaisseur des tendons, augmentation de la surface transversale du muscle, augmentation de la masse maigre, augmentation de la dépense métabolique, diminution du risque de développer un diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires, lutte contre le diabète de type 2 via un meilleur contrôle du glucose sanguin et une meilleure sensibilité à l'insuline, diminution des effets secondaires des traitements contre le cancer, effets antidépresseurs et lutte contre l'anxiété, efficacité contre les douleurs musculo-squelettiques, amélioration de la fonction cardio-respiratoire, diminution de la pression artérielle, ralentissement du processus de sénescence, etc. C'est un très bon papier d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de lire. Donc, exact. Il est hyper complet, franchement. Exact. Enfin voilà. Ça, c'est pour te donner un peu tous les bienfaits. Ouais. Alors, ici, on a parlé de quelques-uns, notamment sur l'aspect un peu plus psychologique. Et il y a d'autres études qui sont intéressées à ça. Donc, une étude de 2019 intitulée The Effects of Resistance Training Intervention on the Self in Youth, a Systematic Review and Meta-Analysis. Elle s'est également intéressée à l'effet d'un entraînement contre résistance sur les caractéristiques du soi chez les jeunes. Ils ont observé qu'un entraînement en résistance, mais vraiment, c'est l'entraînement en force, avait un effet positif sur l'auto-efficacité liée à ce type d'entraînement. Donc le fait de se sentir plus compétent, plus efficace dans ce qu'on fait vis-à-vis de l'entraînement. La force physique perçue, l'estime de soi physique et l'estime de soi globale. Des résultats qui sont en partie partagés par d'autres études, comme une relativement récente réalisée chez 43 adultes intitulée Psychological Needs, Self-Efficacy, Motivation and Resistance Training Outcome in a 16-week barbell training program for adults. Donc, en plus d'avoir des énormes bienfaits sur l'aspect physique de la santé, il est également sur l'aspect psychologique. Là où c'est directement applicable, et particulièrement pour nous,
bah, c'est que de travailler la force, ça permet un effet d'avoir positif sur l'auto-efficacité, l'estime de soi et la confiance en son corps. Ouais. Et là, je pense que tu seras d'accord avec moi que ce sont Ouais. 3 mesures qui auront un impact non négligeable dans nos rééducations. Ouais, on en parle de plus en plus. Hein. C'est de ce versant psycho, émotionnel, social, tout ce qu'on veut, c'est hyper important. Ouais. Et en fait, Ok. on sait que c'est les prédicateurs, notamment l'auto-efficacité, c'est un Mhm. prédicateur en fait de la durée de l'incapacité dans le temps, notamment pour les Ouais. lombalgies. Donc si quelqu'un a un sentiment d'auto-efficacité qui est très faible, il est très probable bah, que l'incapacité, en tout cas dans le temps, elle s'installe. Et on a plus de risques de chronicisation, aussi catastrophisation et tout ça. Donc, et ça, Ouais. c'est plutôt là-dessus, la kiné moderne, elle s'attaque à ça à l'heure actuelle. Ouais. Mais- et tu vois, si là, tu parlais des prérequis, enfin, pas des prérequis, mais du 2,2 fois le poids de corps en back squat, machin. Euh, Par exemple, on peut lire aussi, ça me fait penser à ça, des prérequis, par exemple, avant d'aller travailler d'autres qualités athlétiques comme la puissance, etc., qu'il faudrait, pour en tirer un maximum de profit, pouvoir soulever 1,6 fois son poids de corps, par exemple, en back squat. Tu vois. Euh, à ça, il y a des kinés qui pourraient se dire, et moi le premier, tiens, mais ok, ils sont cool, ces prérequis, mais à quel moment en rééducation, avec presque même un sportif amateur, tu arrives à lui faire soulever un back squat en une rep à 130 kilos, par exemple, tu vois. Je trouve que, tu vois, C'est pas le but. ouais, L'idée, et ça c'est très intéressant parce qu'on va parler un peu de l'application écologique de la littérature. ouais, C'est que la littérature, la plupart du temps, elle est là pour mettre en lumière des principes. mhm, Elle n'est pas là toujours, parfois elle le fera, mais pour valider de manière écologique ce qu'elle a observé. mhm, Ici, on est dans une population de joueurs de football, ouais, softball, mhm. volleyball, Élite, souvent. élite. On Ouais, est avec des gens qui ont l'occasion de s'entraîner. Est-ce que mhm, c'est applicable à monsieur, madame, tout le monde? Je sais pas. Je pense ouais, pas. mhm, Difficilement applicable. Cela dit, le principe qui est, c'est augmenter avoir une force plus importante. Ça fait ouais, qu'on a un petit peu moins de blessures. ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut en retirer. Et moi, c'est plutôt ce que je vais en retirer parce que quand tu regardes la littérature, en tout cas, les études que j'ai citées là, c'est assez constant. Mhm. Par contre, tu vois, si tu vas faire sur le risque de Commotion commotion, cérébrale. Ouais, augmenter la force, en tout cas au niveau du coup, ça ne semble pas avoir un effet. C'est assez mitigé. Des études qui montrent que c'est un effet positif, d'autres qui disent que c'est un effet, ça n'a pas mhm, d'effet. On échoue à montrer une différence. Et du coup, là-dessus, je sais pas. ok. Je vais pas te mentir. Là-dessus, je sais pas et je suis assez agnostique. Je me dis que j'aurais des rugbymen, je me dirais ça vaudrait quand même peut-être l'occasion de le travailler ou des gens qui font de la boxe, ce genre de choses. Je le travaillerai quand même euh, Mhm. pour être certain de ne pas passer à côté. Mais je sais pas si ça vaut vraiment la peine de vouloir maximiser la force pour arriver à ces standards dans la littérature. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'idée est de se dire, bah, au fait, si je peux augmenter la force chez une personne âgée, je vais aussi réduire son risque de chute. Je vais aussi l'aider probablement à se relever. Et du coup, Mhm. ça c'est hyper important, tu vois. Enfin, Ouais, ce que je veux dire, ouais, c'est que là-dessus, le travail ne vient pas forcément juste sur l'aspect prévention des blessures, encore que réduction du risque enfin, gestion du risque de blessure, mais mhm, plutôt aussi sur tout ce que ça va leur apporter dans la vie. Et je ouais, pense qu'avoir plus confiance en soi, si tu as plus confiance en soi, et ça on le sait, tu as aussi moins de risque de te blesser. Si tu as l'impression que tu vas tout le temps te blesser, que tu as peur de ce que tu fais, bah, tu vas te blesser. Il y a beaucoup plus de chances que tu te blesses. Mais si ouais, moi, vis-à-vis, je peux te montrer, et c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser la force en rééducation, c'est pas pour les effets spécifiques, mais c'est pour montrer aux gens, tu peux avoir confiance dans ton corps. T'as ouais, mal, mais tu vois que tu récupères quand même en force, t'as même peut-être plus de fonctions qu'avant. ouais, Tiens, tu fais face à des douleurs chroniques, t'as ton disque, et j'en ai un, tassement vertébral, vraiment, voilà. Son mhm, disque est inexistant, il a 37 ans. Mais bon, qu'est-ce quoi? On va lui proposer une prothèse discale à 37 ans. On sait que en plus c'est pas toujours le plus efficace. Il a pas envie de passer avec ça. Bah, en fait, mhm, ici on travaille du reconditionnement musculaire. On développe la capacité en tout cas au niveau de son dos. Ah purée, je me ouais, sens bien. Ah, moi l'objectif c'est de pouvoir porter ma fille de 24 qui pèse 25 kilos à bras. Je ouais. pouvais pas le faire avant. Maintenant, tu m'as fait soulever 40, 50, 60 kilos. Bah, j'ai confiance quoi. Ouais, c'est quand il se relève son exercice et qu'il te dit ah, je pensais pas que je pouvais soulever autant, Ouais. t'as tout gagné en fait. Hein. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et voilà, si après son objectif, et ici j'en ai un par exemple, bah on fait un peu plus des trucs un peu plus. Enfin voilà, il a une épicondyalgie, bah on Mhm. fait un peu de renforcement, mais le gars en fait il a commencé à avoir mal lorsqu'il faisait du badminton.
Tu sais, je suis dans un local, j'ai pas l'occasion de jouer au badminton. Bah, je le mets contre un mur et je lui fais jouer à la balle au tennis, tu vois. Et Ouais, il tape, et ouais. il tape, et il tape. Et le but, c'est vraiment, tu vois, ben, j'ai pas l'occasion de jouer avec lui au tennis ou au badminton, mais je lui fais travailler son revers avec une balle de tennis et on lui met un peu plus de force. Et voilà. Mais tu vois, Ok. là, c'est parce que pour lui, c'est important. Et on fait pas. Mhm. Après, je sais qu'il était un peu curieux, il sait que je fais un peu d'haltérophilie. On a mis un petit peu d'haltérophilie, tu vois. Et donc, on savait Mhm. qu'il a mal quand il arrive dans cette position-là. Eh ben, en fait, tu vois, quand il arrive là, ouais, et puis on Ouais. voit les progrès. Et c'est ça, et ça, j'ai oublié de le dire. La force, c'est un sport qui est très facilement quantifiable. On mesure ce qu'on fait à chaque instant. Ouais. Eh ben, pour mesurer les progrès, c'est super simple. Si tu as pu faire une répétition supplémentaire la semaine suivante, ou tu as pu faire une série supplémentaire ou ajouter un petit peu de charge, tu as progressé. Et je trouve que pour les patients, c'est hyper encourageant et c'est hyper motivant, ça aussi. Ouais, carrément. Mais là, par exemple, pour celles et ceux qui nous écoutent, ils se disent, OK, j'ai compris l'intérêt de travailler la force. Quid des recommandations, grosso modo, actuelles pour travailler la force en termes, par exemple, si on est dans du très concret et même très bref, hein, mais en termes de charge, de rep, de série, est-ce que actuellement on est toujours dans ces choses de se dire il faut travailler au-delà de 80% de la charge maximale sur peu de reps et au niveau du nombre de séries, combien on devrait en faire? Est-ce que Ok. tu aurais des petites Oui, recommandations tout à fait. Tout à pratico-pratiques? fait. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a un projet de recherche qui a été réalisé qui a été mené par Pak Androulakis Korakakis, Ok. un grec, en 2021, qui s'est notamment intéressé à la dose minimale efficace pour progresser en force. Alors, à prendre avec des pincettes Mhm. parce que c'est réalisé chez des powerlifters. Du coup, probablement pour la population générale, on peut viser même un petit peu plus bas. Donc, lui, il proposait un volume qui situait entre 3 et 6 séries par semaine, par mouvement. Entre Ok. 3 et 6 séries par semaine. Une fourchette de répétition qui se situe entre 1 et 5 répétitions par série. Ok. Une fréquence, donc le nombre de fois où on va répéter l'exercice, entre 1 et 3 fois par semaine. Ok. Une intensité absolue en termes de pourcentage du RM qui soit supérieure, en tout cas 80%. Ouais. Et puis une intensité relative, plutôt en termes de RPE, qui soit comprise entre un RPE 7,5 et 9,5. RPE, pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas, tu pourrais juste... Ouais. C'est le Rating of Perceived Exertion, c'est une échelle de perception de l'effort. Dans ce Ouais. cas-ci, puisqu'elle est utilisée à l'entraînement en force, c'est plutôt basé sur les répétitions en réserve. Donc un RPE 7, ça veut dire qu'il vous reste 3 répétitions en réserve. Donc c'est le RPE Based on RIR. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les travaux de Eric Helms et Michael Zourdos. Simple, efficace. Mais c'est des notions qu'on ne nous enseigne pas en kiné, en fait. Exact. Et qui sont, je trouve, hyper intéressantes à connaître. C'est pour ça que je te demandais de vite l'expliciter, parce que je trouve que c'est crucial. Tout à fait. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ces résultats, ils ont été confirmés, surtout à partir de 2020. Enfin, non, je ne vais pas dire confirmés, mais d'autres lignes de preuves sont venues, en tout cas, corroborer et ajouter un peu plus de crédibilité, en tout cas, dans ces recommandations qui ont été faites par Dr. Pack. Notamment 3 métarégressions. Donc la première, elle a été réalisée par Robinson et collaborateurs en 2023, qui elle a plutôt observé que vis-à-vis des RPE, de l'intensité qui pouvait être utilisée vis-à-vis de la proximité à l'échec, voilà. Après, cela dit, le RPE a peu d'importance pour les gains en force. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le facteur déterminant, c'est pas la variable modératrice des gains que vous allez faire. Ce qui est le plus important, c'est l'intensité que vous allez utiliser en termes de pourcentage du 1RM. Et ici, il y a une métarégression qui a été réalisée par Swinton et collaborateurs en 2024 qui a montré que vraiment, pour maximiser les gains en force, être au-delà de 80%, ça semble être ce qu'il y a de mieux Ok. du 1RM. Et puis, nous avons plein des collaborateurs qui sont arrivés, du coup, dans celle dont je te parlais plus tôt, qui ont plus d'étudier la relation volume-hypertrophie, l'ont fait volume et force. Et là, ça reste être plutôt cohérent. Il semblerait qu'il n'y ait pas besoin d'énormément de volume que pour progresser en force. Donc voilà. Et il est probable, cela dit, puisqu'ici on est vraiment sur des études sur des sujets plutôt entraînés, et il est probable qu'on puisse légèrement voir ces recommandations à la baisse lorsqu'il s'agit d'entraînement, de personnes plus âgées par exemple. Voilà, il y a des études qui ont été faites par Fisher, Steele, tout ce qui est autour de James Steele. Il fait beaucoup de recherches là-dessus, notamment les bienfaits de resistance training, la modélisation de la réponse à l'entraînement en force, ce genre de choses.
Ok. Et eux, ils ont fait une étude qui est très très intéressante. Enfin, ils ont mené une analyse, en fait, si tu veux, sur des données qui étaient existantes. Donc c'était Steele et collaborateurs en 2023. L'étude elle est intitulée Long Term Time Course of Strength Adaptation to Minimal Dose Resistance Training through Retrospective Longitudinal Growth Modeling. En gros, ici, les auteurs ils proposent qu'une seule série par exercice puisse être suffisante que pour améliorer la force à condition que la série soit portée à l'échec. Ouais. Ok. Donc, Steele et collaborateurs, ils ont observé que les sujets de l'étude avaient seulement atteint une stagnation dans les progrès de force autour de 1 à 2 ans. Donc les sujets ils réalisaient, si tu veux, des séances de 6 exercices, tous composés d'une seule série, mais portés à l'échec. Donc il est possible de progresser en force avec très peu. 6 séries Ouais. sur différents groupes musculaires, avec une série à l'échec, et vous pouvez vous attendre à progresser pendant 1 à 2 ans. C'est plus que le suivi que tu vas Ouais. faire avec J'allais dire. un patient, probablement. Ouais. Euh, donc ça, c'est Ok. pour un truc qui peut être fait pour minimiser le temps. Il est possible d'avoir recours à d'autres choses. Donc là-dessus, on est vraiment dans des recommandations très larges. Mais si vous avez un peu plus de temps ou si vous souhaitez proposer plus, parce que ce sont des sportifs, vous pouvez par exemple prioriser les exercices qui soient plutôt polyarticulaires pour faire intervenir plus de masse musculaire. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les non-overlapping supersets. Donc enchaîner 2 exercices avec un temps de repos minimal, mais des exercices qui n'auront pas d'interférence l'un sur l'autre. Donc par Ouais. exemple, enchaîner un exercice de leg curl avec un rowing pour le dos. Ainsi, Ouais. une étude qui a été menée par Burke et collaborateurs a rapporté qu'utiliser cette méthode pouvait permettre d'économiser 36% de temps par séance, tout en échouant à montrer une différence entre des séries traditionnelles et des supersets en termes de gain de masse musculaire. Il est également possible d'utiliser des techniques d'intensification comme des drop sets, des myo-reps, des rest pauses. Donc là, on est plutôt. Enfin voilà, les drop sets, il y a un petit peu de littérature sur le sujet, les myo-reps et les rest pauses, pas encore, peut-être que ça Ouais. viendra. On peut également utiliser des formats d'entraînement moins traditionnels, tels que les ramp-up, du coup, le fait d'augmenter la charge de série en série et l'intensité. On peut utiliser un fatigue top set, donc utiliser un ramp-up et puis mettre une série encore plus lourde et plus élevée à la fin de ces séries de ramp-up. Donc en fait, combiner, si tu veux, d'une certaine manière, l'échauffement et ton travail de force. Donc Ouais. vraiment que c'est dans la continuité. On peut utiliser des cluster sets. Donc ça c'est plutôt si tu veux euh, par exemple faire 2 répétitions, prendre 30 secondes de récupération dans ta série et Ouais. puis refaire 2 répétitions. Ou on peut même utiliser des protocoles. Peut-être que toi tu en as déjà entendu parler, le protocole 3-7 ou la méthode Lejar, Ouais. qui existe Déjà. avec différentes moutures, 15 secondes de repos, 30 secondes de récup. Alors je trouve que c'est pas pertinent pour quelqu'un qui est un forceux, quelqu'un qui fait des powerlifting, mais si tu as peu de temps, tu peux avoir fait une très très bonne séance. Mhm. Alors, je ne le ferai pas sur du squat ou sur du deadlift parce que franchement, je pense que ça va Ouais. vraiment être trop brutal. Mais sur du développé couché Ouais. ou du développé militaire, enfin vraiment un exercice plutôt haut du corps, je pense que ça peut tout à fait être utilisé. Et voilà, à savoir que certaines méthodes seront légèrement inférieures à un entraînement plus traditionnel pour les gains en force. Mais compte tenu du fait qu'un entraînement même moins optimal mais qui est réalisé sera toujours supérieur à un entraînement qui est plus optimal sur papier mais qui n'est pas fait par manque de temps. Ouais. C'est très Donc, juste. Ouais. faut pas oublier que parfois, oui, des cluster sets, par exemple, c'est bien. Il semble que ce soit un petit peu mieux le développement de la puissance que pour la force. Mais en attendant, si tu as moins de temps et que ça te permet de juste avoir une meilleure qualité, voilà, de peut-être faire un peu du travail un Mhm. peu de meilleure qualité, moi j'aurais tendance à dire que voilà. Et je pense que ce qui limite les kinésithérapeutes à intégrer du travail de force dans leur rééducation, en fait, c'est plutôt la méconnaissance des méthodes et des outils d'entraînement plutôt que le matériel ou le temps. Mhm. Donc Ouais. voilà. Et mais par exemple, tu vois, si là, les kinés ou qui nous écoutent se disent, d'accord, j'ai compris que je pouvais, parce en fait, c'est marrant, une question en amène une autre, donc, mais se dire, ok, j'ai compris, je peux développer la force en moins de temps, en 30 minutes, c'est faisable, mais par contre, au cabinet, moi, j'ai zéro matos. J'ai, imagine, j'ai juste même pas une barre olympique, enfin, j'ai pas de quoi, parce qu'au final, même si toutes ces méthodes qui demandent peu de temps, elles demandent quand même d'avoir de la charge, Ouais, généralement. Tu vois, c'est même le jar, c'est du 70% de la charge maximale, généralement, qui est décrit. Donc, est-ce que pour toi, dans ce cas-là, on peut quand même développer la force avec peu de matériel, tout avec à une fait. kettle, je sais pas, imagine, tu as une kettle Décathlon qui va jusqu'à Ouais, 16 kilos et basta. Tu vois? tout à fait. Alors, je vais peut-être être un peu l'avocat du diable dans un premier temps, mais il n'est pas nécessaire d'être équipé avec 1000 kilos de poids, ni Mhm. les dernières machines à la mode, ou encore l'équipement hors de prix. Ça va. Mhm. Ouais. Je pense que la plupart des cabinets de kiné ne sont pas équipés avec de la fonte et des poids, non pas parce que c'est cher,
mais parce qu'ils pensent que la valeur ajoutée se trouve ailleurs. Combien de cabinets de kiné n'ont pas de poids, mais ont des machines à ondes de choc, de l'électrothérapie, un game Ouais. ready, C'est vrai. de la TKR thérapie. Ouais. Non, c'est vrai. Voilà, je pense que les gens perçoivent que la valeur ajoutée va plutôt être dans des modalités passives ou faussement technologiques, dont l'efficacité est au mieux pas terrible Mhm. et au pire, Ça change rien, quoi. ça change rien. Et donc on vous fait payer un placebo, quoi. Enfin, moi je trouve que Ouais. Non, c'est clair. bravo la déontologie. Non, je rigole, mais euh, Mhm. Non, non, je, mais en vrai, je tiens à le dire, quoi. je comprends le raisonnement, surtout quand tu vois les ondes de choc, c'est 15 000 balles la machine. Exact. Hein. Avec C'est pas 15 cher. 000 Hein. balles, je vais t'équiper avec du Ah ouais. matériel de qualité, une salle. Hein. Tu pourras faire de Ouais. l'haltérophilie, un peu de powerlifting. Tu pourras même faire un peu de strongman si tu veux dans ton cabinet de kiné. C'est juste, Ouais. et c'est, et franchement, tu peux contacter Rogue. Ils ont un entrepôt Ouais. à pas loin d'Anvers. Ils font des prix aussi. Si tu Ouais. commandes en gros, ils font des prix. Même en leasing, hein, parce qu'un jour Oui, je les avais contactés, même en leasing. on peut faire du leasing. On a promis, on n'a pas de partenariat, hein, ni moi Non. ni toi, mais on n'a pas de conflit d'intérêt. Mais faut reconnaître que oui, c'est assez avantageux si on veut s'équiper, même sur une petite surface Ouais. de 30 mètres carrés. Moi, si j'avais un cabinet à moi, entre guillemets, même 30 mètres carrés, moi je fais appel à Rogue et c'est. Ouais. Enfin, voilà. Et puis, si vous avez un jour besoin, enfin, personnellement, il y a beaucoup de gens qui se plantent quand ils achètent du matériel parce qu'ils vont acheter. Parfois, ils pensent qu'en achetant. Les gens pensent qu'en achetant, entre guillemets, chez des marques low cost, parfois, tu vas acheter chez Decathlon, c'est même plus cher que chez Rogue. Ouais, c'est. Il faut se rendre compte. Hein. Ouais. Mais voilà. Mais du coup, je pense qu'en fait, les gens ne voient pas où situe la valeur ajoutée. Et je pense qu'en Mhm. fait, s'ils prenaient l'enveloppe qu'ils mettaient dans ces modalités passives, mais qu'ils la dépensaient autrement, ben en fait, ils auraient ce qu'il faut. Donc, une bonne barre, ça coûte entre 3 et 500 euros. Si tu vas prendre du Eleco, c'est plus cher, mais pas besoin de Eleco. Tu fais Mhm. quelque chose avec des patients, mais pas besoin forcément de Ouais. ça. Un rack, c'est entre 500 et 1000 euros. Et de la fonte, c'est 3 à 4 euros du kilo. Donc, pour le Ouais. prix d'un appareil à onde de choc, je peux t'équiper, mais une salle, mais. Enfin voilà. Dalle compris, dalle de sol Ouais, dalle comprise. de sol comprise. Parce que Dalle. c'est ce qui coûte le plus cher, hein, franchement, c'est les dalles, je trouve. Quand tu veux équiper, je sais pas moi, 50 mètres carrés, quand tu vois que c'est je sais pas combien d'euros la dalle, en fait, c'est Il faut les énorme. acheter, après que les compétitions de CrossFit aient eu lieu. Tu trouves des Ah, revendeurs de dalles après des compétitions de CrossFit, elles sont en salle peut-être, mais bon, ah, elles je ont la connaissais même pas qualité, elles l'astuce. n'ont pas perdu en qualité, mais elles sont beaucoup moins chères. Ah, c'est une bonne astuce, ça, parce que j'avais une fois regardé, mais c'était Bon. hors prix. Et... Si vous cherchez des idées pour aménager votre cabinet, n'hésitez pas, je le fais. Je connais aussi des gens qui peuvent vous aider avec ça, si vous cherchez un peu de Ah, consultance pour gagner des sous par la suite. en Euh, vrai, je connais en vrai, deux, c'est hyper intéressant, ouais. il faut pas hésiter, quoi. Ouais. Euh, mais Et donc les gens peuvent voilà. te retrouver sur Instagram, parce qu'on n'a même pas dit que tu avais un compte Instagram, Ok. d'ailleurs, Thibaut Bach. Donc voilà, vous C'est pouvez aller. Thibaut underscore SAS pour Smart and Strong. Smart and Ah Strong, oui, c'est ma société, entre guillemets. Hein, c'est avec ça que je Ah, c'est travaille. pas Bach. Non, merde, Mais c'est Bach, c'est Thibaut ton nom. Bach, oui, Ouais, c'est mon. Mais tout à sorry, fait. je pense. Dans ma tête, je savais que c'était pas long après Thibaut, mais j'avais pas compris que c'était pas ton nom de Insta. C'est pas grave. Mais du Ok. coup, ça, c'est vraiment pour l'aspect. Voilà. Après, c'est des barres et des poids pour travailler la force si on veut vraiment être un peu un puriste de la force. Mais en fait, tout objet qui va être lourd, difficile à prendre en main ou à soulever peut servir pour travailler la force. Vous avez un vieux frigo. Vous pourriez travailler la force avec votre vieux frigo, c'est ce qui se passait en strongman avant. Vous Ah avez ouais. un sac, vous pouvez aller chercher des sacs de sable. Et alors, ben, vous entourez vos sacs de sable avec du duct tape, par exemple. Et vous avez un Mm. poids de 25 kilos là, qui est difficile à soulever. Ouais. Un sac de sable, ça coûte 3 euros. Ou 4 euros peut-être avec l'inflation à l'heure actuelle. Un peu de duct tape. Mm. Autour et vous avez un sandbag ou alors vous pouvez acheter un sandbag chez un constructeur un fabricant fitness ou ce genre de choses, ce sera un petit peu plus cher, mais la Mm. possibilité de trouver des moyens pas chers de travailler. Pour une personne âgée, vous prenez un pack d'eau, vous avez un pack d'eau au cabinet, 6 bouteilles de 2 litres, ça fait 12 kilos. Ça Ouais, peut déjà être c'est vrai. lourd pour une personne. Et c'est lourd, c'est encombrant, vous pouvez leur faire travailler la force avec ça. Mhm. Ouais. Un kettlebell de 16 kilos. Alors, le problème avec les poids, c'est que parfois ils sont étudiés pour faciliter et réduire un peu les contraintes. Moi, j'ai tendance à dire que des personnes dans la vie de tous les jours, essayez d'augmenter les contraintes, faites-leur soulever un peu moins de charge, mais probablement dans des contextes difficiles. Jouez Ouais. avec les bras de levier, allez, mettez des trucs, des prises un petit peu odds, comme on Ouais. pourrait dire. Et j'ai envie de dire, bah, le jour, plutôt que de jeter, je ne sais pas, votre machine à laver, bah,
profiter et proposer à vos patients lombalgiques d'essayer de soulever la machine. Ouais, à la place de la machine à onde de choc, on met une machine à laver. Exactement. Non, il faut être créatif. Si on n'a pas beaucoup de matériel, il faut être créatif. Et comme je le disais, là où je travaille, j'ai pas la possibilité d'amener ce matériel-là. Mais par exemple, il y avait un sac de boxe qui était utilisé. Alors, il était décroché. Eh ben, moi, je l'utilise un peu comme un sandbag, si tu veux. Ouais, c'est Comme un ça. moyen de charger. Donc c'est possible, quoi. Il faut pas se Exact. dire j'ai pas beaucoup de matos, c'est mort, je peux Exact. pas, je dois faire que du poids de corps Non, sans rien, mais quoi. le poids de corps est très efficace aussi. Pour les Ouais. gains en force, enfin en tout cas surtout en masse musculaire, on peut atteindre les mêmes résultats avec du poids de corps euh, qu'avec des charges. Il faut juste être plus créatif. Les séances vont probablement être plus longues, Ouais. pardon, un petit peu moins agréables, mais elles seront tout à fait aussi efficaces. Pour la force, ce sera un petit peu différent parce que, comme on le disait, bah, ça nécessite pour vraiment maximiser les gains une certaine intensité par rapport au mouvement. Et puis, il faut savoir que la force, c'est aussi une compétence. C'est en grande Ouais. partie très spécifique au mouvement qui Mhm. va être réalisé, aux amplitudes qui vont être travaillées. Donc ça, Ouais. c'est important aussi. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur. Et la créativité, ça peut résoudre beaucoup, beaucoup de problèmes. Et moi, j'ai déjà fait aussi, c'est bête, mais il y a des trucs qu'on peut faire. Je pense à de la lutte, ce qu'on appelle le mass wrestling, ou de la lutte inuit, tout ce genre de choses. On peut se mettre avec le patient, lui proposer, par exemple, on peut mettre une planche de bois, proposer de prendre un totem entre les deux et leur demander, nous on fait la résistance et eux ils viennent tirer. Faut pas oublier qu'on a Ouais. cette capacité de proposer une résistance manuelle aussi avec ce qu'on fait. Du coup, le mass wrestling, c'est un sport. Mais on peut utiliser, bah tiens, quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la nuque, bah, on vient mettre un élastique et on lui demande, bah, enfin, on met une bande et on va faire de la Ouais. lutte inuit et voir bah, qui peut gagner. Ça peut être motivant pour la personne, ça permet de travailler la force, ça peut être engageant, ça peut ouvrir des vocations aussi, faire un peu de bras de fer peut-être, Mhm. quelqu'un qui souffre d'une épicondyalgie, enfin, c'est du travail de force aussi. Ouais. Donc, enfin voilà, j'ai envie de dire, c'est toutes des Mhm. idées qui pour moi me semblent vraiment, qui peuvent être vraiment très bien. Moi j'ai ça aussi. Les balles de tennis, par exemple, pour des gens qui ont des problèmes de poignet ou de main ou quoi que ce Ouais. soit, ben, juste écraser une balle de tennis, ça peut déjà être compliqué. Un Ouais. sac vous pouvez proposer un seau que vous remplissez de grains de riz. Et c'est des trucs qu'on Ouais. voit souvent les boxeurs Ouais. faire, mais c'est, Ouais. faut pas avoir La peur en fait. créativité, quoi. Créativité. Ok. Et alors, on va reparler brièvement, mais de blessures, parce que quelque chose qui m'intéresse quand je reçois quelqu'un qui exerce dans un domaine assez spécifique, c'est ben, lui demander quelle est au final, si on a une, si ça se trouve il n'y en a pas, quelle est la blessure que tu peux rencontrer spécifique au powerlifting, que tu redoutes le plus. Bah, par exemple, moi, c'est la rupture du tendon d'Achille, c'est une pathologie que j'aime pas du tout parce que je trouve que c'est difficile sur le long terme. Il y a des déficits pas mal, enfin il y a pas mal de déficits qui peuvent subsister. Voilà, toi, qu'est-ce que ce serait? Tu vas peut-être me prendre pour un masochiste, mais celles que je trouve les plus compliquées à rééduquer sont également celles que je préfère. Ok, non, ça peut se comprendre, c'est un peu masochiste, mais ça peut se comprendre. Il y a une phrase qui résume un peu mon état d'esprit face à ces blessures. C'est une phrase qu'on attribue, si tu veux, à Orson Welles et Mhm. qui disait The absence of limitation is the enemy of art. Et du coup, je trouve que plus on peut avoir de limitations, plus ça nous oblige, si tu veux, à vraiment Ouais, nous développer. Et voilà. Mais pour répondre à la question, moi je dirais que c'est plutôt les pathologies chroniques avec les powerlifters. ok. C'est souvent plus simple, encore que je vais mettre de gros gros guillemets, d'identifier une cause probable avec les blessures en aigu, je trouve en Mhm. tout cas. Peut-être Ouais, que le powerlifting étant un sport à habilité fermée, on contrôle énormément de variables, il y a souvent peu d'inconnus en dehors des facteurs externes. Donc on peut donc émettre, si tu veux, des hypothèses raisonnables sur les différents facteurs causaux possiblement impliqués. ouais, Très souvent, en manipulant les variables, bah, comme la charge d'entraînement, la technique, les facteurs externes comme le sommeil, l'alimentation, le stress, on fait souvent des progrès très rapides. ouais. En général, sauf déchirure musculaire majeure ou un trauma majeur, le retour à un entraînement normal se fait très rapidement, car la plupart des blessures sont peu graves. Ok. Donc voilà. Là où c'est plus complexe, c'est avec les sportifs qui font face à des douleurs récurrentes. On sait Mhm. que pour ce type de patient, on va appliquer les mêmes bases en fait, Ouais, gestion de charge d'entraînement, gestion des facteurs externes, mais ici on doit être prêt à jouer à plus longue échelle, et c'est là où les athlètes ont beaucoup de mal. Ils viennent te voir alors que le problème est souvent installé. mhm. T'es en général pas le premier professionnel qui consulte, Ouais, et parfois ils sont restés à ne rien faire pendant plusieurs mois. Donc des mhm. conditionnements en plus. S'attendent à ce que tout soit résolu en quelques semaines. Et là, c'est la première difficulté que certains vont rencontrer. Et le gros, gros premier challenge, c'est qu'il va être nécessaire de revoir les attentes.
Donc ça, c'est déjà une discussion qu'il faut avoir avec le patient, comprendre ses motivations, mais qu'il puisse comprendre qu'on n'a pas de baguette magique. Et ça, rien que là, t'en fais déjà fuir. Hein. Ouais. Parce Ouais. que toi, t'es pas le charlatan qui dit qu'avec du FRC, ils vont se sentir tout de suite mieux. Je dis pas qu'il y en a, mais voilà. Ouais, le Ah, message est clair. euh, Ok. ensuite, bah, ils continuent à être blessés, et malgré ce qu'ils font déjà. Donc, il est nécessaire qu'on modifie quelque chose. Et pour Ouais. beaucoup d'athlètes, et j'imagine que tu as travaillé avec des athlètes du haut niveau, Ouais. lorsqu'il y a une échéance qui se rapproche, c'est pas évident de modifier son entraînement ou de Ouais. choisir de ne pas faire une compétition en particulier, de passer à côté d'un championnat majeur pour en fait prendre le temps de se rétablir. Ouais, carrément. Le powerlifting, c'est pas un sport professionnel. On vit pas de sa pratique, donc la plupart des athlètes, ils travaillent sur le côté. Certains ont des trains de vie totalement fous. Peut-être que, enfin, tu sais, 60, 70, 80, 90 heures dans certains cas par semaine. Certains font face à un stress énorme ou encore des jobs où ils bougent pas du tout de la journée, ils sont ultra sédentaires, ils voient l'entraînement, on se dépense à fond. Mhm. Et du coup, tu vois, dans ce genre de cas, j'imagine que tu vois un peu où on veut en venir, c'est que c'est du coup difficile de manager les douleurs, les blessures chroniques, sans adresser en fin de compte tous les facteurs, sédentarité, stress, hygiène de vie, tu vois. Mhm. Ouais. Ouais. Et là, c'est vraiment la grosse difficulté parce que pour que l'athlète soit, il faut que l'athlète soit prêt à adapter l'entraînement en fait, faire attention à ces facteurs pour qu'il puisse en fait s'aider lui-même. Ça veut souvent dire être Ouais. beaucoup plus conservateur à l'entraînement, adapter un régime particulier d'exercice, un régime alimentaire peut-être aussi particulier, un régime si tu veux hygiéno-diététique au niveau des habitudes de sommeil. Mhm. Mais je remarque qu'en fait, ça, c'est du coup du changement de comportement, behavioral change. Et c'est là où en fait, Mhm. c'est vraiment beaucoup et très difficile pour beaucoup d'athlètes. Parce qu'en fait, Ouais. ils attachent beaucoup d'importance à leur performance. Certains attachent même une part de leur identité à leur performance. Et du coup, en fait, se dire qu'on va on va devoir prendre du recul vis-à-vis de la performance et travailler sur d'autres choses pour que la performance revienne. Certains, Compliqué, certains hein. en sont capables, certains ont la maturité, d'autres n'en sont pas capables. Et c'est quand ils Mhm. n'en sont pas capables que c'est vraiment les patients difficiles et très compliqués. Et j'en ai eu. Et c'est des gens que j'ai pas pu aider, même en prenant Mhm. le temps, en essayant de faire face aux freins. Mais en fait, tu te rends compte que ces gens-là n'ont juste pas envie de changer. Ouais. Il faut avoir Mhm. cette volonté-là aussi lorsqu'on fait face à ça. Et ce qui est drôle, c'est quand je réfléchissais un petit peu à ça. Et il y a une étude qui parlait de ça. Attends, je pense, enfin, c'était une étude où les patients, je crois que c'est sorti en 2012. Ah oui, voilà, je la retrouve. Euh, Patient Experience of Chronic Non-Malignant Musculoskeletal Pain, a Qualitative Systematic Review. Et Mhm. là, ils ont interrogé des patients, si tu veux, pour voir un peu comment ils vivaient, en fait, tu vois, leur douleur chronique. Et ici, ce qu'ils en ressortaient, certains patients, c'est qu'en fait, pour aller mieux, certains se rendaient compte qu'en fait, ils devaient probablement faire les choses différemment. Tu vois, et ok, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça m'a pas aidé. Mais c'est pas pour Mhm. autant, tu vois, que je dois pas changer ce que je fais. Et c'est un truc que je rappelle aussi parfois à certaines personnes qui disent pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est pas juste. C'est de se dire, en fait, Mhm. t'es peut-être pas responsable de la douleur que tu as. Et je pense que la plupart des gens sont jamais responsables de la douleur. Personne ne devrait avoir mal, tu Ouais. vois. Mais c'est parfois aussi leur responsabilité de faire ce qu'il faut pour essayer d'amener à ce changement et en tout cas j'ai envie de dire, de se prendre en charge vis-à-vis de ça. Ouais. Ouais. Et ça, c'est parfois quelque chose qui n'est pas évident. Alors, je pense qu'il faut le communiquer aussi avec la personne. Ça ne doit pas forcément être dit aussi franchement que ce que je viens de dire là. Euh, mais voilà. Et il faut que la personne ait un peu cette volonté de changement comportementaux. Et notamment, si on parle de changement, cercle du changement, proposé par Prochaska et Di Clemente. En fait, pour que le changement ait lieu, il faut que la personne ait la volonté de changer. Ouais. Et ça commence par là. Et c'est pas toujours le cas. Et au final, ça fait un peu écho à ce que tu disais dans notre pratique où on a ce rôle de guide et tu l'as dit, presque de psychologue, mais en toute proportion gardée. On n'est pas Oui, psychologue, mais exact. en tout cas de psychologue de la douleur à notre échelle. Et c'est clairement ça, en fait. Ouais. La plupart des clés pour que le patient aille mieux, le patient peut les avoir en lui. Enfin, nous, on n'apporte rien de magique, et tu l'as très bien dit. Et on n'a pas les capacités encore de claquer des doigts ou de faire une technique magique et que ça aille direct mieux. Si ça va mieux, c'est que ça tenait pas à grand-chose ou que les effets contextuels ont été très, très aidants. Mais donc, ouais, ok. Non, c'est hyper intéressant. Et tu disais, tu vois, que
t'avais pas su aider tout le monde, c'est hyper intéressant parce que je pense que c'est rassurant aussi d'entendre quelqu'un le dire parce que sur les réseaux, on voit beaucoup plus les réussites que les échecs et je pense que ça fait partie de notre quotidien de pas pouvoir aider tout le monde et il faut l'accepter. Euh, Si on parlait un peu d'erreurs thérapeutiques, est-ce que tu en aurais une en tête qui t'a marqué, une erreur que tu as pu faire soit fréquemment, soit une fois et ça t'a servi de leçon depuis que tu as commencé, que ce soit même en coaching ou en kiné en vrai. Ok. C'est l'une des deux. J'en ai une très rapide et j'en ai une deuxième qui pour moi, celle-là, est importante. Ouais. Elle fera écho au podcast que tu as eu avec Olivia notamment. Ok. La première, c'est je suis sorti. Les premiers patients que j'ai pu voir, c'est peut-être vouloir un peu trop imposer ma façon de voir les choses. J'utilise l'exercice beaucoup. Alors, j'ai eu un cursus où on a beaucoup mis l'accent sur la thérapie manuelle. J'ai eu beaucoup de stages où j'ai appris énormément avec des ostéopathes, ce genre de choses. Et je vais le dire, j'ai en tout cas le sentiment d'avoir reçu une bonne formation dans ma formation de base en kinésithérapie, en thérapie manuelle. Mais j'ai tendance à pas trop utiliser la thérapie manuelle parce que je veux autonomiser le plus possible le patient, lui donner les clés pour qu'il puisse se gérer. Et parfois, j'ai peut-être voulu trop insister de ce côté-là et je me suis retrouvé avec un patient, un LCA non opéré, traitement conservateur, chirurgien super, qui lui a dit non, écoutez monsieur, vous faites pas le sport de pivot, je pense qu'on peut vraiment opter pour un traitement conservateur, tchic et tchac. Euh, Pas vraiment trop de problèmes. En tout cas, moi je souhaite travailler sur du renforcement, de la stabilisation, entretien des amplitudes. Classique quoi. Ouais. Mais il réagissait vraiment pas bien à l'exercice. Les douleurs sont Ok. toujours très importantes et empirent au fur et à mesure des séances. Mhm. Je me questionne, on réfléchit un petit peu. Et à un moment, je me dis, bon, il faut mettre les pieds dans le plat, il faut avoir une discussion un peu avec lui. Je lui propose de passer sur la table, entre guillemets, pas sur... voilà, et j'en profite pour réaliser un peu de thérapie manuelle du genou. Et là, c'est magique, pour lui en tout cas, pas pour moi. C'est assez magique. En fait, je guéris pas son LCA, je fais rien, je viens juste mobiliser un peu de manière passive, mais globalement, son genou va beaucoup mieux. Il a je vais pas dire moins mal, parce qu'en fait son EVA n'a pas changé entre ce qu'il subit à l'exercice et ce qu'il subit en thérapie manuelle. S'il devait coter la douleur, elle est la même. Ouais. Mais en tout cas, l'inconfort qu'il ressent est pas du tout le même. Et du coup, en fait, c'est supportable pour lui d'avoir un mal à un 6 ou un 7 en thérapie manuelle, mais pas durant l'exercice. Ok. Ok. Et en fait, je me suis juste rendu compte que ce gars-là, il est actif dans sa vie. Il fait un petit peu de sport une fois semaine. Et en fait, il n'a juste pas envie de faire d'exercice. Il veut pas qu'on lui casse les couilles. Il s'en a rien à faire. Et c'est pas grave. Mais Ouais. genre, j'ai voulu tellement en fait foncer dedans. Et ce gars-là a des fausses croyances, il catastrophise. Et en fait, plus je fais de l'exercice, plus ça se renforce. Ok. Donc c'est un cercle vicieux quoi. Ouais. Le jour où j'ai Mhm. arrêté, tout ça est allé beaucoup mieux. C'est aux antipodes de ce qu'on aurait pu penser, tu vois. Exact. Mais c'est Donc, ça. c'est Et ça que je intéressant. veux dire, l'erreur, c'est de se dire, en fait, je suis tellement resté parfois sur mes études, sur ces trucs que j'ai oublié de regarder la personne qui était en face de moi et ce qui comptait vraiment pour lui. Mhm. Ouais, bah c'est hyper intéressant parce que je pense on a tous fait cette erreur-là, tu vois. Enfin, je pense que c'est hyper fréquent. Et la seconde, durant Ouais. le Covid, je suis étudiant, j'ai un Mhm. ami qui me contacte, me dit j'ai mal au mollet, mais la veille il avait fait du renforcement, enfin quadriceps et mollet, tu vois. Ouais. C'est une clinique peu précis, diagnostic à distance, pas vraiment de gros visuel sur la zone, c'est douloureux, pas de signe Mhm. inflammatoire, pas de rougeur particulière, pas de Mhm. problème vasomoteur connu. Je me dis que c'est une courbature. Tu vois où je veux en venir? La, la fin- je pense que si Olivia nous entend, elle va se dire tiens, à quoi je pourrais penser? Euh, mais voilà, je lui dis écoute, je suis pas très certain. Ouais. Si tu te sens. Enfin, hésite pas à aller à l'hôpital, quoi. Il va à l'hôpital, et là, bah. un beau thrombus dans le mollet, quoi. Ah ouais. Bon. Ok. Je me suis senti un peu con, je dois le dire. Euh, mais j'en ai retiré vraiment quelque chose. Parce que, il y a 2 ans et demi, là, je suis bleu, je sors de mes études, tu vois. Ouais. Là, on est 2 ans après ça. Ouais. Et un membre de ma famille, je suis en vacances, il m'appelle. Il me dit s'est fait une entorse du genou. T'es allé à l'hôpital, on lui a mis un bandage. T'es allé aux Mhm. urgences, voilà. On lui dit pas bouger le temps que ça passe. Ouais. Je
Chose qu'il a faite jusqu'au moment où en fait le gonflement. Ben en fait, à un moment, il se dit purée, juste j'ai mal au genou. Je retire le bandage. Et là, il essaie de poser le pied au sol et douleur au mollet. Encore. Here we go again. Ouais, là, ça clignote rouge là-haut, tu vois. Ouais. Immobilisé, bandage trop serré. Ouais. On me la fera pas 2 fois, tu vois. Bon, voilà, là, je lui dis file aux urgences, indique que tu es pour suspicion de thrombose veineuse profonde. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Ouais. Malheureusement, le médecin qui le prend en charge lui dit que c'est normal après une entorse, qu'il ne doit pas s'inquiéter et rentrer chez lui. Le fameux. Et avec de la glace ou pas? Oui. Non, juste que c'est une chochotte, quoi. Enfin, soit. Ouais. Alors là, je m'énerve un peu, j'ai le gars au téléphone. Moi, je dis non, tu pars pas de l'hôpital sans insister. Je dis tu insistes, tu dis que tu pars pas sans que tu n'auras pas un examen. Je dis tu dois avoir un écho Doppler. Ouais. Non, c'est bon, pas d'écho Doppler, rentrez chez vous. Non, je partirai pas. Ok, je vous fais une prise de sang. Oui, on va vérifier quand même les dimères. Hein. Pas d'écho Doppler, mais bon, prélèvement, le gars rentre chez lui, le médecin lui dit de toute façon, vous reviendrez pas. Il me rappelle, il dit le médecin m'a rappelé dans ses petits souliers, il me demande de venir de toute urgence à l'hôpital. Comme quoi, hein. Bon, la morale de cette histoire, c'est que on fait des erreurs, j'en ai fait une, on est humain. Ouais. Mais il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Ouais, c'est ça. Voilà. Je suis content de me tromper de temps en temps, surtout lorsque ça n'a pas de répercussions graves, même si ça avait pu en avoir ici quand même. Mais là-dessus, d'un autre côté, diagnostic, et ça je le sais maintenant plus, c'est que c'est probabiliste par nature. On va aller du plus forcément de nos hypothèses qui vont à quelque chose d'être un peu plus fréquent. On a tendance, quand on sort de kiné, à juste penser musculo-squelettique. C'est d'intégrer aussi un peu le vasculaire, un peu le nerveux, enfin d'autres choses par la suite. Et du coup, j'ai appris de la première en tout cas. Mais du coup, voilà. Faut apprendre de ces situations, apprendre, parce qu'en fait, ça peut sauver les patients dans d'autres cas. Donc voilà. Ça, c'était un petit peu le truc dans le coaching. J'en aurais d'autres. Et là, c'est l'inverse. Parfois, juste pour la faire court, j'ai parfois eu tendance à, là où en kiné, peut-être vouloir un peu trop imposer ma vision de la kiné. Parfois en coaching, j'ai été trop compliant avec ce que voulait la personne. À vouloir trop tout faire pour lui faire plaisir et pas me faire confiance à moi et pas me poser en tant qu'expert. Avoir ton plan et le suivre. Et en fait, le suivre et dire, écoute, je pense que là-dessus, on devrait suivre ce que moi, mes données m'indiquent, ce que mon expérience me propose. Et en fait, je suis un peu plus directif quand je travaille dans le coaching en disant, écoute, je sais ce que je fais, tu m'embauches pour mon expertise, respecte mon expertise. Et ça m'est déjà arrivé de dire à des athlètes, bah, écoute, si toi, t'as pas envie de faire ce que je te dis, vaut mieux qu'on s'arrête là parce qu'en fait t'en retires rien, moi ça me frustre, j'ai pas le sentiment de pouvoir faire du bon boulot et juste on n'est pas bien quoi. Ok. Et ça mais du coup c'est drôle parce qu'autant en kiné tu vois je suis parti d'une approche un peu plus centrée sur la personne et du coup d'essayer de moins imposer ça et dans mes coachings ça a été un petit peu l'inverse. Alors à l'heure actuelle je fonctionne à peu près de la même manière dans les deux mais c'est vraiment assez drôle quoi. Puis dans un cas tu as des gens douloureux et dans l'autre généralement ils sont pas douloureux, ils peuvent avoir des douleurs et je pense que ça c'est une variable qui change aussi beaucoup quoi. Ouais, donc c'est ça. Ok, bah, écoute, ça c'est vachement cool. J'aime beaucoup toujours parler un peu des erreurs qu'on a pu faire parce que je pense que c'est hyper formateur. Et j'aimerais, parce que là ça fait déjà 2h10 que tu nous accordes ton temps, ce qui est incroyable. J'adore. Mais j'aimerais bien juste finir, en tout cas terminer ce podcast par un fameux cas clinique. Donc on fait souvent ça, mais pas n'importe lequel, plutôt un cas clinique qui t'aurait marqué durant ta carrière. Bon, là, on enchaîne 2 questions, des trucs qui t'ont marqué, en fait. Hein, mais je trouve que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est d'avoir un peu l'expérience personnelle de nos invités. Tout à fait. Voilà, ça peut être, comme je dis toujours, de par son histoire. C'est pas spécialement le cas le plus waouh, mais voilà, ça peut être une leçon de vie, un moment ou un diagnostic un petit peu imprévu. Bref. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient ou qui t'est venu en tête? Et si oui, est-ce que tu veux bien nous le partager? Oui. Alors, j'en ai vraiment 2 qui ont pour moi été assez difficiles. C'est pas des cas très. Enfin, le premier n'est pas joyeux du tout. Ouais. Premier patient que je vois. Tout premier patient que je vois seul. Je pose mon anamnèse. C'est un patient qui souffre d'une polyneuropathie suite à polyneuropathie induite par l'abus d'alcool. Okay.
Voilà, quelqu'un qui a commencé à boire, beaucoup de problèmes de dépression, mais qui ont été accentués d'autant plus par la polyneuropathie. Et voilà, je bilante comme je peux. C'est mon premier bilan et c'est déjà un patient en neuro. Ouais. Euh, et avant de clôturer, d'expliquer un peu comment va se dérouler la prise en charge, le traitement, les séances suivantes, en fait, je prends juste le temps de l'interroger sur son expérience vis-à-vis de sa pathologie. Et je lui dis, comment vous vous sentez vis-à-vis de votre pathologie? Tu sais, il me regardait pas beaucoup durant la séance. Et là, il a levé le regard, il me regarde et il me dit, merci d'avoir posé cette question. Mhm. Il me dit, vous êtes le premier à me la poser. Et là, il me commence à me confier qu'il prévoit de se suicider ce soir, notamment en allant chercher de l'insuline d'un proche, car il savait où l'insuline était entreposée. Waouh. Oh punaise. Ok. Waouh. Pardon, j'ai plombé l'ambiance. Non, 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 mais la question, cette question-là amène aussi ce genre de cas, mais du coup, comment. Enfin, ouais, je te laisse continuer, vas-y. Mais, enfin, on prend un peu le temps de discuter de cela, de communiquer avec les personnes qui pourront même de l'aider. Le lendemain, il a pu voir un psychiatre en urgence. Alors ça, c'est l'avantage de travailler avec une institution avec laquelle je suis, c'est que parfois, en tout cas, on a accès à un psychiatre, notamment très rapidement. Mhm. Et il a fini par être réorienté dans un service psychiatrique, mais genre très, 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 très vite. Donc ça, c'était une bonne chose. Et en attendant, l'insuline qui savait où elle a été déplacée, elle a été mise, bien en tout cas rendue inaccessible, et il a été mis un peu plus sous surveillance, entre guillemets. Ok. Et en fait, c'est pourquoi c'est le cas le plus marquant en kiné, en fait, tout simplement car il me rappelle en fait, qu'au quotidien, c'est aussi important de poser des questions simples comme comment ça va, comment vous vous Mhm. sentez. Mais non pas seulement de poser ces questions-là pour hey, salut, ça va? Oui, et toi? Et oui. Et puis on se croise. Et en fait, personne n'a le temps d'écouter ce que va dire l'autre. Mais c'est plutôt de se dire, prendre le temps d'écouter. Un truc que moi je propose à tout le monde lorsque je parle, ça m'est déjà arrivé de discuter avec des coachs, je fais du mentorat avec certains coachs, et je les invite souvent à s'orienter, à se poser une question et à prendre une journée. Et surtout si vous êtes un professionnel de santé, je pense que c'est vraiment super important. Prenez une journée et quantifiez le nombre de fois où vous posez des questions du genre hey, comment ça va? Mhm. Après ça, quantifiez-le. Est-ce que vous le dites par habitude? Est-ce que la Mhm. réponse vous intéresse? Et si la personne répond franchement et qu'elle ne va vraiment pas bien, est-ce que vous aurez le temps et l'énergie pour écouter? Mhm. Et je remarque que la plupart des gens, quand ils te disent prenez et faites une fois l'exercice, si quelqu'un vous pose la question de comment tu vas aujourd'hui, répondez juste pour voir non, ça va Mhm. vraiment pas bien. Vous venez voir si la personne va pouvoir prendre le temps de vous écouter, des genres de choses. Et la plupart du temps, c'est en fait non. C'est vraiment des questions qu'on va poser par habitude. Ouais. Et je pense que c'est, de un, c'est important de poser ces questions-là aux patients, mais surtout de les Mhm. poser avec l'objectif d'obtenir une réponse franche, en Mhm. fait, Ouais. En à la laissant de personne. l'espace par la suite Exactement. pour en discuter. Mhm. Et les, mes maîtres de stage, qui posaient ces questions-là à leurs patients, et tu vois bien qu'en fait, les patients, langage peut-être corporel ou certaines choses, tu vois qu'en fait, ils gardent ça pour eux. Ils n'ont pas envie de le faire. On n'est Mhm. pas des psys. Ouais. Et les gens se disent, parce qu'ils sont pas psys, on va pas le dire. Mais en attendant, ce gars-là, je suis pas psy, mais il me l'aurait pas dit. Ouais. Tu Ouais. l'as indirectement, probablement, ou en tout cas, tu as contribué à lui sauver la vie. Oui, tu vois, enfin, c'est le premier patient que je vois seul, quoi. Alors là, j'étais puré. Je suis content de m'être formé en entretien motivationnel, de m'être formé en écoute active et ce genre de choses. Ce Ouais, qui te ouais. dit, en fait, ça sauve des vies, quoi. Ça sauve Waouh, des vies. c'est fou. Et, Ok. et c'est pas mes skills de clinicien qui l'ont sauvé, là. Ouais. J'ai envie de dire, c'est plutôt mes skills d'humain. Enfin, tu Ouais, vois, c'est c'est être l'humain, humain ouais. avant tout. C'est comme si tu étais avec quelqu'un de ta famille et que tu veux l'écouter vraiment. Donc, Exact. Mais, et moi, j'encourage vraiment les gens à se dire, en fait, je pense, et moi, depuis que je réfléchis un peu comme ça, quand je pose la question aux gens, ça va, mais que tu vois que sur leur visage, ça va pas, et qu'ils vont te dire mhm. oui, j'ai parfois quand même envie de prendre le temps de leur dire, certains, tout va bien, enfin, tu vois, Ouais. Est-ce que parce ça qu'en va fait, les gens vraiment? sont pas à l'aise avec le fait d'en parler. Et je pense que si vous posez ce genre de questions, soyez prêts à avoir une réponse, mais n'hésitez pas à montrer aussi que les gens, et si vous n'avez pas envie de savoir, ne posez pas la question, en fait. Si vous savez, Ouais.
parfois, c'est de se dire, comment, enfin voilà, on n'est pas obligé de dire hein, comment tu vas ou ça va. C'est vraiment le truc par habitude, c'est réflexe. Je pense que c'est même involontaire Ouais. de le dire. Et parfois, t'en as qui te répondent avant même que t'aies posé la question, Ouais. ça va et toi? Oui, tout à Tu fait. vois? Et ça m'arrive parfois, genre, tu sais, je vais à la salle de sport ou quoi, et je vais pour, tu sais, je fais la bise à quelqu'un, mais je vais même pas encore poser la question. Il me fait, ça va et toi? Je fais, mais j'ai même pas encore demandé. Ouais. Donc, bah oui, c'est automatique, t'as Et, raison. et c'est bien, mais je pense qu'avec nos patients, c'est bien d'en être conscient, de se dire qu'on est un peu parfois là-dedans. Ouais. Et je pense que ça nous permet d'avoir une approche un peu plus humaine. Pour les cinéphiles, je sais pas si Dumbledore, ça vous parle, mais c'est Ouais. lui qui disait, les mots sont, à mon avis, qui n'est pas si humble, notre plus inépuisable source de magie. Ils peuvent à la fois infliger des blessures et y porter remède. Mhm. Et je pense que ça, c'est hyper, hyper important. Et c'est ce que moi, je retiens de ça. C'est vraiment cet aspect, il faut que je pose mes mots. Il faut que Mhm. chacun de mes mots, en tout cas, quand je suis dans une anamnèse avec un patient, il faut que mes mots aient un objectif. Mhm. Alors, Ouais. tout n'est pas transactionnel. Ce que je veux dire, c'est que ça doit être aussi créer une relation. Mais Ouais. ce que je veux dire, c'est que l'objectif, c'est de construire la relation. Ouais. Et du coup, quand je dois poser une question, pour apprendre à mieux connaître la personne, savoir à quoi elle fait face. Et ça peut être une bête question comme, comment va votre chien aujourd'hui? Mhm. C'est une question Ouais. qui va construire la relation, qui va me permettre d'apprécier la personne dans toutes ses dimensions, de savoir comment elle va. En fait, son chien est mort hier, ses douleurs sont plus importantes. Mhm. C'est Ouais, important c'est de le le savoir. contexte, hein. C'est ça. Ok. Je ne l'ai pas lu encore entièrement, il fait partie de ma to-do list, mais c'est un article que je vous invite à aller tous lire. C'est The Name of the Dog. Ok. Name of the dog, donc le nom C'est du pour chien. vraiment comprendre un peu toutes les informations annexes. Enfin, en tout cas, il parle vraiment de ce contexte et des informations. Et c'est un essai qui est écrit un peu plus par un interne en médecine qui parle un peu de sa vie par rapport aux questions qu'il a pu retenir et d'apprendre à connaître les patients. Ça, Ok. je vous invite vraiment à les lire parce que franchement, je pense qu'il est paru en 2018. Moi, j'ai Ok. commencé à Ben, lire et franchement, il est ça bien. ouvre un petit peu Ok. l'esprit. Ok, trop bien. Et Et voilà, tu je nous as. pense que c'était vraiment pour moi ça. Alors j'en ai d'autres en coaching, mais Ouais. je vois pas Ok. trop ici. Après ça, je pense que j'aurais envie d'arrêter avec ça. Tu Ouais, vois. bah, tu sais, quand tu disais la phrase de Dumbledore, je me dis, ouais, imagine là, on finit le podcast juste sur cette phrase. Et puis je mettrai une petite musique d'Harry Potter en outro, et puis on peut même s'arrêter là. Non, en vrai, trop bien. Merci beaucoup pour ce partage. Et, euh, et un merci même plus global de nous avoir accordé 2 heures, plus de 2 heures de ton temps comme ça. C'est vraiment top parce que tu as livré énormément de valeur. J'espère que les gens s'en rendront compte. Tu as ultra bien, on va dire, préparé le podcast en amont. Ça fait vraiment plaisir. Tu nous as livré énormément d'informations. C'est une vraie masterclass que tu nous as faite. Donc j'espère que les gens s'en rendront compte parce que au final, là, tu donnes juste comme ça et c'est trop cool. Donc, euh, donc ouais, Je, je te remercie vraiment. je fais partie de ces gens qui, je pense que tout ne doit pas être transactionnel. Je pense que Ouais, si je veux, je vais pas parler de karma, je pense pas, tu vois, mais ouais, je pense que si on veut que la profession avance, si on veut, tu sais, et je comprends, il y a des kinés, des professionnels qui cachent beaucoup d'informations, cachent, j'ai pas envie de dire, qui protègent une ouais. certaine de leurs informations derrière des formations, et je comprends, il faut en vivre. Mais je pense que j'aurais tendance, moi, à voir la chose un petit peu différemment et de se dire, je viens d'un monde où j'ai pratiqué énormément de bénévolat pour ma fédération, Mhm. j'étais animateur scout pendant des années, et je pense que si on veut avoir un impact notable sur les gens, je passe plutôt par l'aspect où, si je peux donner, euh, autant donner, quoi. Ok, bah, c'est trop cool, franchement. Et j'aimerais bien aussi juste te donner l'occasion d'expliquer en 2 mots un petit peu la formation avec Pirelli. Voilà, parce que tu en as un peu parlé très brièvement. Voilà, si tu peux juste nous dire en une ou deux phrases, grosso modo, qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on peut la retrouver. Ok. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir te. Voilà, si Alors, celles et ici, ceux qui nous écoutent. c'est la formation de Pierre Elie, No Pain, No Gain, Ouais, qui a déjà sorti ouais, à 2 ou 3 reprises, ouais, mais qui va être améliorée. Donc ici, il a ressorti une formation un peu updatée, enfin avec une mise à jour plutôt, on va éviter les anglicismes inutiles, ouais, qu'il a ressorti, je crois, enfin autour de novembre. Et ouais. ici, globalement, il a demandé à les différents intervenants pour avoir une formation un peu plus interdisciplinaire, notamment un préparateur physique, moi qui suis kiné, et si je ne dis pas de bêtises, à une nutritionniste, Ok. pour en fait parler et de gérer un peu quels sont les impacts un petit peu de la douleur. Donc moi, je viens un peu avec ma casquette, justement, euh,
coach en powerlifting et kiné, et on parle notamment de certaines des informations dont j'ai parlé ici. Notamment, je sais que dans la formation, je vais donner des exemples un peu plus concrets sur, par exemple, la théorie des systèmes dynamiques, comment comprendre et comment intégrer en fait ces différentes, cette approche basée sur la contrainte induite, des trucs dont on parle un petit peu en neurologie, mais qui en fait sont en fait dérivés des principes du sport et du coaching. Et voilà, et comment moi je les applique. Alors, plutôt dans une destination plutôt force. Et puis, ben, on parle, voilà. Et du coup, Pirelli parle vraiment de cet aspect qui gère sous la douleur. Moi, je parle peu de la douleur, parce que je pense qu'il est très, très compétent pour parler de ça. Moi, je fais vraiment le lien. Alors, il y en a un autre qui parle vraiment de l'aspect plutôt préparation physique. Et moi, je fais un peu le lien, un peu entre les deux. Je me balade. Du coup, Ok. on adresse un petit peu la technique. Je parle un peu de cette approche, cette position un peu plus épistémologique qui est différente. Et voilà. Ici, on est en train de clôturer la chose. Donc, ça sortirait probablement courant avril. Et Pirelli Ok. communiquera bien évidemment sur le sujet et voilà. Trop bien. Ben voilà, comme ça, comme ça, c'est un peu plus cadré. Les gens savent aussi un petit peu. Et de toute façon, voilà, si vous voulez être tenu au courant, ben, suivez Thibaut, suivez Pirelli sur les réseaux. Pirelli, enfin, Chronique de la douleur, Ouais, qui se prénomme. Ok, trop bien. Mais écoute, je propose qu'on termine ce podcast. Encore une fois, je te remercie au nom de toute l'équipe Full Physio et en mon nom. C'était vraiment un plaisir. Et, plaisir partagé. et puis, merci pour tout ce que tu as apporté. Et puis, de toute façon, je te dis à très très vite dans tous les cas. Ça va? Un grand merci. Allez, salut Thibaut, hein. Ciao, ciao. Salut.